CNET Live numéro 11, on est le 30 mars. Salut les gars, ça va? Salut JP. Beaucoup de choses cette semaine. On va parler de baisse des prix du roaming, de la valse des bugs chez Free, de 6 nouvelles chaînes en TNT, encore quelques soucis avec l'iPad, de Google Play et on terminera par quelques petites nouveautés produits. C'est parti! Alors, Alex, baisse des prix du roaming en Europe, c'est une bonne nouvelle. La bonne surprise, ça fait longtemps qu'on en parle. Bon, généralement, quand tu allais à l'étranger, premier réflexe, tu coupes ta data et tu limites tes appels. Là, le Parlement européen va imposer un plafond un peu plus, on va dire, un peu plus strict pour les appels. C'est-à-dire que quand tu vas en Europe, évidemment que dans les pays membres de l'Union, forcément. Je te coupe 30 secondes. On rappelle juste que c'est que le roaming. Le roaming, c'est ce que je te disais, c'est quand tu vas dans un pays à un autre, en fait, tu passes d'un autre opérateur et du coup, on te facture l'appel ou la data plus cher. Ce qui peut généralement alourdir les factures. Ah oui, ça fait très mal, Là, donc, ce que je te disais, c'est qu'il y a un plafond un peu plus strict. Alors, sur la voix, il y avait déjà un plafond, il était à 35 centimes la minute. Là, on passe à 29 centimes, donc franchement, c'est dérisoire. Par contre, au niveau de la data, là, il y a un vrai plus. Parce que c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, il n'y avait pas de plafond auparavant. Donc, en moyenne, c'était 2-3 euros par mégaoctet. Pas mal. Il suffit de laisser les mails et quelques trucs en arrière-plan et on est bon. 15 balles, c'est clair. Là, tu passes à 70 centimes. Donc 70 centimes dès le 1er juillet prochain. Donc c'est très bien. Et en 2014, tu passeras à 20 centimes. Bon, bonne nouvelle pour les gens qui voyagent un peu ou pour ceux qui partiront en vacances. Dès le 1er juillet, ça sera effectif. Sinon, alors, des plus ou moins bonnes nouvelles en TNT. 6 nouvelles chaînes. Le CSA a tranché sur les propositions pour les 6 nouveaux canaux qui étaient alloués. Donc, on retrouve, les gros groupes ont eu leurs canaux. Donc, TF1 va lancer HD1, c'est une chaîne thématique, polar, cinéma, art et essai. M6 va lancer. Bon, pardon. M6, elle va lancer Sister. Voilà. Donc c'est une chaîne familiale, un peu à la Gulli. Le groupe Énergie va proposer Chérie HD, une chaîne féminine. Voilà. Savoir ce qu'il y a derrière. François Valéry en HD, super. Le groupe Next Radio TV avait 2 propositions. Il n'y en a qu'une qui a été retenue, c'est. Ça s'appelle RMC Découverte, c'est donc tout ce qui est documentaire, reportage. Et celle qui est partie aux oubliettes. C'est la chaîne Sport, puisque c'est l'équipe HD du groupe Amaury qui l'a remporté. Qui a eu le créneau. Bon. Petit arrangement entre amis ou plus ou moins amis, quoi. Non, c'était un appel d'offres, il n'y a pas de magouille normalement. Donc voilà. Et puis l'inconnu, c'est TV-vous. Oui, alors ça, on ne sait pas ce que c'est. Non, même pas TV-vous. T'es-vous. Voilà. Le nom un peu bizarre, et puis derrière, il y a Pigas qui met un pied dedans. Zarrock, Le Monde, entre autres, et puis il y a aussi Pinot, Niel, Besson. Et le concept, j'ai pas très bien compris encore. C'est la diversité, ce que j'ai cru comprendre, j'ai regardé diversité. Bon, ça veut dire plein de choses en ce moment. Et donc, fin de l'année, vers l'automne, 50% des foyers qui vont être couverts en 2012. Et après, le reste, ça va s'étaler jusqu'à 2014. Gratuit. Normal. Oui, TNT HD gratuite. Sinon, on va forcément parler de Free. Toutes les semaines. Comme toutes les semaines. Bon, on va pas s'étendre sur le sujet. Il y a eu donc un problème sur la Freebox. Il y a un problème sur le serveur de Freebox qui n'est pas passé à l'heure d'été. Pas le seul, chez Orange aussi, ils ont eu aussi le même problème. Problème de plateforme. C'est quand même assez mineur, quoi. Oui, voilà. C'est pas le scandale de l'année. Mais bon. Et sinon, donc Free Mobile, ça y est. Moi, j'ai pas tapé sur Free cette semaine. Bonne nouvelle. Ils ont dit quelque chose. Bonne nouvelle, Free communique avec ses abonnés. Je veux dire, c'est la grande. C'est génial. Ouais, franchement, ça fait plaisir. On pense à vous. Petit rappel, mardi dernier, tu pouvais pas appeler entre 17h et 22h. Le gros problème pour ces abonnés, c'était qu'il y avait aucune info. Ils ont pas reçu de mail ou de SMS, donc ils savaient pas ce qui se passait, ils savaient pas quand est-ce que le réseau allait revenir. Là, Free a mis en place une rubrique information réseau dans la partie abonnés. Donc en fait, c'est comme un Bugzilla, nous on connaît ça, sur CNET. Ça a des tickets qui sont ouverts sur les différents dysfonctionnements. Donc il y avait l'accès réseau, la navigation, l'acheminement des SMS. Là c'est clos, c'est réglé. Il y a un bug, il y a un ticket
qui est ouvert, il concerne l'émission et la réception des appels en soirée. Donc ça, c'est vraiment le gros problème chez Free, c'est que voilà, sur cette plage horaire, tu as un peu de mal à appeler. Donc le ticket est ouvert et eux, ils parlent d'un retour à normal mi-avril. Donc dans 15 jours. Dans 15 jours, normalement, tu devrais appeler le soir. Bon, ils jouent la transparence. Non, c'est bien. Ils communiquent au moins, voilà, c'est quand même pas mal. Alors, une semi-surprise, le succès du Galaxy Note. Ouais, enfin semi. Bon, ils ont beaucoup misé, ils ont mis beaucoup d'argent sur la table, il y avait de la pub partout. En France, ça a bien marché, en Europe, ça a bien marché. Sorti aux US, ça a cartonné. En un mois, c'est 3 millions de ventes. On ne savait pas trop au départ si c'était des ventes ou des expéditions, c'est-à-dire des expéditions sorties d'usine. Ouais. C'est 5 millions de Galaxy Note vendus. On ne savait pas trop comment il allait être accepté. C'est quand même un 5,3 pouces. Ouais, c'est un peu hybride. Ouais. Voilà, c'est pour rappeler, en fait, le Galaxy Note, c'est un espèce d'hybride entre une tablette et un smartphone avec un stylet. C'est ça. Oui, c'est ce que tu as dans la page d'ailleurs. C'est un petit... moi, je fais partie des 5 millions de moutons qui ont acheté un Galaxy Note. J'en suis très content. Non, j'ai pas acheté un iPad. En fait, ce qui est intéressant, je pense, pour les gens, c'est ce côté hybride. C'est pas forcément pour des gens qui téléphonent beaucoup en mobilité. Moi, je suis pas un gros consommateur de voix sur mon téléphone. Donc, c'est plutôt pour effectivement accéder à des contenus, du net, regarder des films. Tout ça, pour ces usages-là, c'est vraiment un outil parfait qui est entre les deux mondes. Et qui est sans pour autant se trimballer un gros machin. Voilà, c'est le côté qui, à mon avis, a plu. Et puis, il y a sûrement beaucoup d'autres raisons. Maintenant, il y a une question que posait Daniel qui était assez intéressante. Voilà. Il y a quelques années, Dell a sorti la Strix qui est, mis à part le stylet. Voilà, c'était exactement le même concept et tout le monde a dit que c'était foireux comme concept et que ça marcherait jamais. Alors, c'était foireux pas tant que ça, mais c'était plus épais, c'était pas le même produit. Les gens, ils se sont pas privés de le dire. Mais à l'époque, on l'avait eu assez tôt et on n'avait pas dit que le concept était bidon. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas marché, enfin, il a peu marché parce qu'il n'y avait pas de subvention, tout simplement. Le Samsung, aussi, là, il cartonne parce qu'il est subventionné et que tu le chopes avec une ODR, donc une offre de remboursement qui est très attractive. Il y a eu, comme l'a dit Pierre, un relais médiatique et au niveau pub énorme. Et puis, tu as le stylet que tu n'avais pas sur le Strix. Il y a un vrai plus avec ce stylet quand même. Il y a un truc aussi, c'est l'air de rien, l'arrivée de Free. C'est-à-dire que moi, je consomme du data sans me poser trop la question. Il y a 2 ans, ce n'était pas le cas. Là, je vais surfer sans me poser la question de ce que je consomme. Du coup, je m'ouvre à du YouTube, je m'ouvre à des choses que je ne pouvais pas faire, imaginer simplement il y a 2 ans. Tu ouvres à du YouTube. J'ouvre-toi. Mais sans indiscrétion, tu l'as à combien toi du coup? Moi, c'est spécial. C'est spécial, d'accord. Non, mais aujourd'hui, tu peux l'avoir sur le à combien, blog, j'avais mis un plan. En fait, on pouvait cumuler 2 ODR. Une avec Soch et une avec Samsung, et on l'avait 200 € de moins, donc on l'avait à 360 €. Tu l'as à 100 € avec l'ODR actuellement, avec abonnement. Ce qui est vraiment très intéressant. Ceci expliquons peut-être cela. Mais le format, personne ne parlait dessus et finalement... Là, typiquement, c'est le genre de produit qui est différenciant. Ils sortent du bois. Et voilà, ils sortent du lot, donc les gens, ils y vont tout simplement. Ok. Alors sinon, après les tablettes no-name, les ultrabooks no-name. Ouais, on a l'arrivée des ultrabooks no-name, ça c'est très bien. Donc no-name, pour rappel, c'est des fabricants qui n'ont pas de marque ou qui fabriquent pour des marques très connues. J'en ai repéré 5 en tout, 3 qui ont une vraie marque, donc qui a été repris par des marques ayant pignon sur rue. Qu'on appelle rebrandé. Rebrandé. En France, on pourrait avoir des revendeurs, mais aussi, par exemple, je sais pas, la Fnac pourrait très bien décider de vendre son ultrabook. Et donc, on va avoir des machines qui ont principal intérêt, c'est pas forcément le design, le marketing, etc., qui va être moins bon, mais par contre le prix. Le prix va être vraiment plus bas. On compense la faiblesse marketing par un prix plus attractif. Par un prix plus agressif. Et on est dans les 500 €, c'est ça? Ça va, ça tourne autour de 500 en annonce. Donc, il faut voir à combien ils vont sortir chez nous. Je pense que de toute façon, c'est l'objectif de certaines marques de descendre dans les marques très connues. Donc, ils vont devoir se positionner plus bas. C'est le jeu qu'on a eu avec les portables. Il y a quelques années, les portables, ça coûtait une fortune. Aujourd'hui, on a des portables à 299 € en 15 pouces. Donc, on n'aura pas ces gammes de prix-là, mais on va voir un affaissement, on va dire, du marché. Et effet mécanique, plus de demandes de produits, donc plus de fabrication de pièces, donc des pièces qui reviennent moins chères. Et on va avoir, même les marques vont profiter de cet engouement pour l'ultrabook. Ces no-name, ils arrivent maintenant? Ils n'arrivent pas maintenant, à mon avis, c'est la rentrée et surtout les fêtes. Donc en gros, des propositions à 500 €. À 500 € versus 1000 € pour ceux qui sont 800 on va voir pour ceux qui ont une marque. Quoi. Pas mal de monde, je pense, à la rentrée, avec notamment des revendeurs qui font déjà du portage. Je pense à LDLC, par exemple, qui fait déjà sa marque. Donc, à mon avis, ils sont sur le coup. Il y en a d'autres qui vont le faire. Et on va avoir du 500, du 600 € des machines qui seront, d'un point de vue performance et encombrement, très, très intéressantes. D'un point de vue finition, ça sera peut-être un truc à regarder d'un peu plus près. Ok, alors on a
pas non plus passer une semaine sans parler de Bah l'iPad. ouais, Free Mobile, iPad. Donc alors, tu as pris la température voilà, et maintenant tu l'as chronométré. C'est ça. La prochaine fois, tu le passes au cours. On aura fait C'est le une bonne tour. question, c'est pas ce qu'on va faire la semaine prochaine. Donc le thermomètre, c'était la semaine dernière. Là, c'est le chrono. Non, mais la question est, on en rigole, mais la question était pas si anodine que ça, parce que Clairement. les résultats sont un peu étonnants quand même. Bah, en fait, si tu veux, la chose qui est nouveau dans ces configurations, c'est la RAM. Il y a plus de RAM, il y a plus de mémoire vive, 512 versus 1 Go, et un nouveau chipset graphique. Sinon, le processeur, il reste le même. Ouais. Donc, tout ce qui sollicite le nouveau chipset graphique, effectivement, tu gagnes de la vitesse. Pour info, on a encodé une vidéo. Alors, juste rappel, en fait, ce que tu as fait, il y a la vidéo en ce moment sur CNET, tu as pris l'iPad 2, tu as pris le nouvel iPad, iPad 3, un chronomètre, même configuration, voilà, pareil. et tu as appuyé sur les boutons et on a lancé le chrono. Et on a lancé le chrono. Voilà. La petite surprise, c'est que cet iPad 3, ce nouvel iPad, met beaucoup plus de temps à démarrer que l'iPad 2. Bah ouais, puisque tu as 19 secondes versus 26 secondes, donc c'est pas le double, mais tu te prends quand même près de 7-8 secondes dans la gueule. Quand t'attends pour le démarrer, c'est un peu gênant. Quoi. Ouais, c'est ça. D'autant qu'il y a une autonomie moindre, on l'a vu, sur de nombreux usages. Donc du coup, bah, tu vas forcément le rallumer, puisqu'il va s'éteindre plus vite. Donc voilà, il y a une. Ça, c'est la surprise. C'est la surprise. Et surtout, moi, j'ai essayé de voir. J'ai pas encore appelé Apple pour leur demander. Je sais pas s'ils vont me répondre d'ailleurs. On ne sait pas. J'ai regardé sur le net. Certains évoquent la résolution. Je vois pas en quoi la résolution. Tout le monde s'est focalisé sur la charge, la résolution, les problèmes de batterie. Pourquoi ce nouvel iPad chauffe, met plus de temps à démarrer que l'iPad 2, je ne sais pas. Ça accrédite peut-être ce que tu disais la semaine dernière où il est sorti un peu comme ça, voilà quoi. J'ai regardé ta vidéo, mais j'ai pas de. Moi, je te dis, je ne sais pas pourquoi. C'est la même configuration. Pourquoi il mettrait plus de temps à démarrer? Moi, mes tablettes, je les éteins physiquement jamais. Oui, moi non plus. Je les mets en veille. Je suis d'accord avec toi. Ça m'impacte pas. Moi non plus, ça m'impacte pas. Sauf que sur ce nouvel iPad, tu sais que l'autonomie est moindre. Et je me suis retrouvé, donc je l'ai depuis maintenant 2 semaines. Et je l'ai déjà rallumé peut-être 2-3 fois depuis 2 semaines, ce que je ne faisais pas avec mon iPad 2. Donc c'est un impact tout de même. Conclusion sur les usages les plus fréquents, à périmètre constant. C'est bon. Il est plus rapide, sauf qu'au démarrage, par contre. Non, il n'est pas plus rapide. Sur les usages de base, il est normal. Aussi rapide, normal. Et sur le démarrage, par contre, on attend un peu plus. Ouais, il est plus lent. Ouais. Donc c'est tout pour l'actu de la semaine. On va passer à un petit tour de table des jeux que vous avez dans les mains. Toi Alex, alors tu l'as pas là mais la vidéo est sur CNET, tu as joué avec le Xperia Sola. Ouais, alors on a joué avec le prototype du Xperia Sola qui sort dans 2 mois. Pour en faire un rapide résumé, le petit plus de ce produit, c'est un écran sans contact. C'est un smartphone. C'est un smartphone évidemment et en fait l'idée c'est que tu peux piloter l'interface sans toucher l'écran. Voilà. Tout simplement. Pour le moment, on a du mal à trouver la finalité, mais c'est une techno qui a pas mal de potentiel quand même. Vidéo à venir ou dans les heures qui suivent là. Tout à fait. Et donc sinon, il y a aussi Google qui a bougé sur tout ce qui est VOD, service, contenu. Exactement. Ça s'appelle Google Play. Ça s'appelle Google Play. En fait, c'était le gros reproche qu'on faisait à Google et à Android, c'est qu'il n'y avait pas de contenu, il n'y avait pas d'écosystème, hormis les applications. Tout était un peu éparpillé surtout. Voilà, exactement. Donc là, l'idée, c'est d'unifier tous ces contenus en un seul endroit, donc Google Play. Tu le trouves sur ton téléphone, donc le Android Market devient le Play Store. Et voilà, comme on va le voir, donc tout est unifié. Dans un seul endroit, tu as donc la musique, la VOD, les applications et également les e-books. Donc je trouve que l'interface est d'ailleurs plutôt sympa. Mine de rien, c'est un bon coup pour Android et pour Google, puisque comme ils ont pas mal de terminaux, et là ils vont pouvoir vendre du contenu, ce qui est un peu le problème chez eux, parce qu'ils avaient vraiment beaucoup de mal à vendre du contenu. En même temps, c'était pas super alléchant. Voilà, ça va arriver forcément sur tout ce qui tourne sur Android. Donc là c'est déjà arrivé. Tu l'as déjà sur tous les Android, ça s'est mis à jour automatiquement. Tu vas le trouver sur les tablettes aussi, tu vas le trouver sur le navigateur, tu as un onglet Play. L'onglet Play. Voilà, il est déjà là. Voilà, la dernière brique, Dan, la télé, Google TV. Ça arrivera vraiment. Pour l'instant, Google TV n'a été déployé qu'aux États-Unis. Voilà, donc pour l'instant, ça va peut-être arriver en France. Mais non, le problème le plus important pour Google, c'est de passer des accords avec les diffuseurs. Et comme c'est des accords pays par pays, c'est très compliqué. C'est assez compliqué. C'est difficile d'avoir
des accords uniformisés. Voilà, c'est le coup de force d'Apple, c'est qu'Apple a réussi à parler avec tout le monde. Ouais. Là, en l'état, la Fox... ils ont fait des accords par pays. Mais ils ont déjà un historique et Google a encore un peu de mal là-dessus. Là, en l'état, tu as la Fox, c'est Paramount et Warner qui sont pas là, donc c'est quand même des gros acteurs. Et juste un petit mot, parce qu'on parle souvent d'Apple, c'est les mêmes tarifs que sur iTunes, 2,99 pour un film assez ancien et jusqu'à 4,99 pour un film récent en HD. Tu as 30 jours pour le consommer, ce film. C'est pareil que sur iTunes. Bon, en gros, ils annoncent la couleur et ils développent le concept de plus en plus. C'est chouette, Android va peut-être gagner un peu d'argent. Voilà. Bon, Pierre, tu as bien fait de parler. On va parler d'Ultrabook. On va parler d'Ultrabook, ouais. Ma marotte, je sais pas, c'est surtout l'actu. On parle d'Ultrabook parce qu'on redécouvre des matériaux, en fait. Donc, on a une recherche de légèreté, de solidité avec les Ultrabooks. Ici, c'est un Dell XPS 13. C'est de la fibre de carbone. Donc on redécouvre la fibre de carbone pour plein de raisons, notamment parce que ça gère bien la chaleur et que c'est léger et que c'est robuste. Mais on parle beaucoup de l'arrivée à nouveau. Alors en fait, j'ai eu un commentaire, j'ai été fouillé. On parle beaucoup de fibre de verre et c'est un produit qui existe déjà dans le marché pro sur des portables pro très robustes. Les trucs solidifiés, on va dire. Voilà, rigidifiés et qui vont être a priori réemployés par les fabricants pour faire des ultrabooks légers, pas cher. Les problématiques, c'est le vrai gain de prix par rapport à l'alu. C'est pas forcément un gain extraordinaire pour l'utilisateur final. Par contre, pour le fabricant, ça va changer la donne. Il va pas voir grand-chose finalement. On ne sait pas trop. On parle de $20 pour le fabricant entre l'alu et la fibre de verre. Donc ces $20 peuvent se transformer en 50 € à la fin. Ok. Et toi, Dan, alors on ne l'a pas sur le plateau, ça aurait été un peu compliqué parce qu'eux, ils s'excitent sur leur truc de 10 pouces là. Donc toi, tu clôt les débats, tu reçois une 60 pouces. Je vais recevoir le modèle pratiquement le plus petit de la gamme de télé de Sharp. Alors le plus petit, donc c'est 60 pouces. Ça fait 1,50 m de diagonale. Donc en gros, la semaine prochaine, c'est séance cinéma. C'est une partie des modèles du CES. Et donc, sachant que c'est la plus petite, ça va jusqu'à 80 pouces 80 pouces, c'est le plus Ça, c'est grand public. 80 pouces, grand public. Oui, c'est grand public. Bon, après, les tarifs vont avec. Oui, non, bien sûr, mais ça fait 2 mètres donc, de diagonale. Les diagonales des télés augmentent autant que le prix du mètre carré. Ce qui est un peu paradoxal. Bon, de toute façon, tu testes tout ça la semaine prochaine. La semaine prochaine, en vidéo. Bon, merci les gars. Merci JP. Bon week-end. La semaine a été difficile. Nous, on se retrouve vendredi prochain. Et en attendant, toute l'info est sur CNET. À la semaine prochaine. À bientôt. Ciao. À bientôt.